je prononce devant vous ce discours avec la gravité qu'exige l'horreur. Le sentiment de tragédie commande, comme cela doit toujours être le cas quand l'histoire élève notre conscience à la place du juge. Depuis de longues années, le Xinjiang est plongé dans l'épouvante. Les témoignages qui nous parviennent sont glaçants et on ne peut être que pétrifié en songeant à tous ceux, à toutes celles qui ne peuvent pas traverser les murs qui les étouffent. La surveillance massive, la logique concentrationnaire d'une détention menée à l'échelle industrielle, les déportations vers les camps de travail, c'est la mise au pas cauchemardesque d'un peuple. L'interdiction du culte musulman, la destruction méthodique des mosquées, les transferts forcés d'enfants dans des orphelinats gérés par le Parti communiste chinois, la politique de peuplement par des familles Han, c'est la destruction à marche forcée d'une culture. Le recours systématique à la torture et au viol, les assassinats, les stérilisations et les avortements forcés, les humiliations, la mise en esclavage, les suspicions de prélèvement d'organes sur les corps vivants, c'est l'abattement féroce des droits fondamentaux, c'est l'enlèvement aux individus de cette dignité qui nous fait hommes, qui nous fait femmes, la négation la plus froide de leur humanité. En accolant la modernité technologique du XXIe siècle au pire cauchemar orwellien, le régime chinois se rend coupable de crimes contre l'humanité, d'autant plus atroces qu'il se déploie à grande échelle. Lorsque des gardes filment des femmes ouïghours en les forçant à faire leur toilette intime avec une sauce pimentée, comment ne pas penser à l'huile de ricin utilisée par les fascistes italiens pour humilier et déshumaniser? Lorsque plus d'1 million de Ouïghours sont détenus dans des camps d'internement, comment ne pas se figurer l'horreur des goulags soviétiques qui ont brisé tant d'opposants au régime? Lorsque des femmes ouïghours sont violées, se font arracher leur fœtus, comment ne pas songer aux scènes effrayantes qui ont marqué la guerre de Bosnie-Herzégovine, où ces violences ont été mises au service d'une politique de nettoyage ethnique? Ces exemples les plus sordides, je les convoque pour prendre la mesure de l'horreur, de l'enfer qui se déroule. Et nous ne sommes pas restés muets face à elle. Courrier au président de la République, création d'un collectif parlementaire de solidarité comptant 8 députés insoumis, interpellation répétée au ministre en commission des Affaires étrangères, manifestation, signature de la charte pour le peuple ouïghour. Nous avons également signé des pétitions diverses et variées et manifesté il n'y a pas si longtemps ensemble pour faire entendre la cause du peuple ouïghour, et j'y ai pris ma part, pour provoquer en vain jusqu'ici une réaction du gouvernement dans les instances multilatérales. Nous avons usé de toutes les cordes politiques et nous continuerons. La résolution qui nous est proposée inscrit dans le marbre d'un texte officiel le mot de génocide. Et je voudrais, mes chers collègues, que l'on mesure sa portée et les enjeux qu'il soulève. Comme un certain nombre d'entre vous le savent, ce n'est pas la première fois que je convoque la rigueur intellectuelle pour m'interroger sur l'emploi de ce terme pour qualifier ces atrocités. Je constate d'ailleurs que les grandes ONG humanitaires parlent de crimes contre l'humanité et non de génocide. Il faut dire que l'ONU ne reconnaît que 3 génocides. Celui des Arméniens par l'Empire ottoman, le génocide des Juifs par les nazis et le génocide des Tutsis par le pouvoir Hutu, dans lequel la France a une part de responsabilité, je le rappelle ici. Le mot de génocide n'est donc pas synonyme de crimes contre l'humanité, même si je sais que dans notre imaginaire, ils peuvent l'être. Moi-même, j'ai pu relayer des pétitions qui emploient le mot génocide au sujet des Ouïghours pour ne surtout pas me dissocier d'un mouvement qui dénonce des crimes inacceptables et que je veux ici saluer, je les vois en partie présents dans les tribunes. Mais il s'agit ici d'une résolution qui engage la parole de la France et les mots doivent être pesés avec justesse et précision. Je suis historienne de formation et je sais que la communauté scientifique n'est pas unanime, il n'y a pas de consensus en ce sein pour parler de génocide. Et comme l'ONU, j'ai bien sûr été troublée par le rapport de Londres. J'aurais aimé que le pouvoir français fasse entendre la cause des Ouïghours dans ses relations diplomatiques avec la Chine et exige que l'ONU puisse mener son travail d'enquête pour déterminer la nature et l'ampleur exacte de ce qui se déroule. Utiliser ou non le mot de génocide est une question juridique et politique. Le génocide, c'est l'intention revendiquée, affirmée, systématique d'exterminer tout ou partie d'un peuple. Et aujourd'hui, je ne sais pas si nous pouvons qualifier les crimes effroyables perpétrés contre
contre les Ouïghours avec le terme qui qualifie ce qu'ont subi les Juifs, les Arméniens, les Tutsis. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il existe un risque, une dynamique génocidaire, et sans doute ces termes auraient permis un consensus plus large, et que notre responsabilité est de le dire et de contribuer à l'arrêter. Mais enfin, mes chers collègues, si génocide il y a, comment peut-on envoyer une délégation aux Jeux Olympiques à Pékin, nouer des partenariats commerciaux et même entretenir des relations diplomatiques avec la Chine? Combler la faiblesse des actes par l'inflation des mots ne sauvera en rien les Ouïghours. Et je formule le vœu que l'unanimité de ce jour à défendre le peuple ouïghour se traduira dans la durée par des actes qui empêchent le pire de l'inhumanité de se dérouler et de se répéter. Merci, chers collègues.